déjà, dans un premier temps, il faut qu'ils rétablissent l'ISF. Que les riches payent leurs impôts. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, on prend la suite de l'émission précédente et je t'invite vraiment, avant même d'écouter celle-ci, à écouter la précédente du coup, où je te rappelle que je prenais donc l'émission Capital, très connue, l'émission Capital, qui parlait des riches et où nous parlions donc de plusieurs profils de personnes et où j'ai simplement rajouté un profil qui manquerait, à savoir une personne qui ne payait pas d'impôts et qui vivait des aides sociales en France. Je ne vais pas refaire cette émission, mais je t'invite à écouter cette émission avant d'écouter celle-ci, puisque celle-ci c'est la suite et que dans cette émission je vais aussi parler du coup du dernier profil, du profil des riches, puisque dans la précédente émission nous avions donc 4 profils, j'en ai rajouté un tout en bas, donc les personnes qui ne payaient pas d'impôts. Et j'avais dit à ma femme, et je te le rappelle et je te le dis à toi, il manquait une personne qui était très très riche. Il se trouve que ils ont très bien fait leur travail, ils l'ont fait, mais là encore, j'ai plein de choses à te dire. Et donc, sans plus attendre, on va traiter de ce sujet très épineux. Et oui, je vais le faire. Oui, je vais basculer du côté obscur. Je vais parler du mal absolu en France. J'ai nommé l'ISF. Les 1% les plus riches sont moins taxés que les travailleurs normaux. C'est pour ça qu'on se prend toutes ces augmentations. C'est pour ça qu'on ferme des hôpitaux. C'est pour ça qu'on a tous des problèmes, qu'il nous manque des profs, qu'il nous manque des policiers. C'est pour ça qu'on va tous mourir, c'est pour ça que le cancer continue d'avancer, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à soigner le sida, c'est pour ça que tout va mal dans le monde entier, c'est parce que l'ISF n'a pas été conservé en France, c'est pour ça que tout va très mal. Et donc, comme tout va très mal, parce qu'on a gardé l'ISF, eh bien il faut parler de ce sujet, il faut oser en parler et on va en parler tout de suite. Mais avant, comme d'habitude, tu sais ce que tu as à faire, il faut que tu prennes le téléphone d'un de tes proches et que tu l'abonnes sauvagement à cette émission, c'est pour son bien et c'est pour ça qu'on remettra l'ISF, c'est parce que tu les auras abonnés, car oui, si tu les abonnes, l'ISF reviendra peut-être dans ce pays et ce sera grâce à toi. Et encore une fois, tu vas sur le site immobiliercompagnie.com et tu peux télécharger le livre, les 100 premières pages de Devenir riche sans argent. Tu peux le télécharger, je viens de recevoir un message, écoute, c'est comme ça, c'est les joies du direct. Et donc tu peux télécharger les 100 premières pages de ce livre et tu verras, c'est un livre qui t'apprend à gagner de l'argent, à devenir riche sans avoir d'argent au départ. Et ça colle très bien avec le sujet de cette émission. Et enfin, pour terminer, sur le site toujours immobiliercompagnie.com, tu vas sur l'onglet programme et tu peux travailler avec moi. Tu verras, il y a une offre spéciale qui t'attend, je t'invite à y aller. Je termine juste parce que j'ai une petite chose à rajouter maintenant, nouvelle. Sur la page à propos, tu peux t'abonner à la liste, enfin à ma lettre que j'écris 3 fois par semaine où je te raconte un peu ma vie. On va devenir plus intime, mais ça, tu n'es pas obligé de le faire. Tu fais comme tu veux, c'est à toi de voir. Donc comme tu viens de l'entendre, l'ISF est le sujet de tous les mots. Et allez, franchement, j'ai tellement aimé ce passage que je vais le remettre. Je sais, ça fait un peu lourd, mais là, j'ai trop envie de le réécouter. Les 1% les plus riches sont moins taxés que les travailleurs normaux. C'est pour ça qu'on se prend toutes ces augmentations. C'est pour ça qu'on ferme des hôpitaux. C'est pour ça qu'on a tous des problèmes, qu'il nous manque des profs, qu'il nous manque des policiers. Et je pense que beaucoup de gens oublient que finalement les gens fortunés ou qui ont une certaine richesse investissent dans les entreprises. C'est pas forcément des gens qui gardent tout chez eux dans des coffres. Il n'est pas vrai de dire qu'aujourd'hui la suppression de l'ISF a servi l'économie réelle. Ce n'est pas vrai. Oui, mais vous avez dit que les gens qui faisaient fortune réinvestissaient dans des entreprises, des startups, etc. D'accord. Alors, je suis pour le rétablissement de l'ISF parce que c'est une question de justice sociale, de justice fiscale. D'accord, on a bien compris. Je m'en lasse pas. C'est pour ça que tout va mal. C'est parce qu'en France, on a supprimé l'ISF. Alors déjà, on va commencer par le début. Je reprends direct le ton sérieux parce que je suis agacé en fait. Je voudrais qu'on soit clair. L'ISF, il n'a pas du tout été supprimé déjà. J'aimerais bien que les personnes qui nous écoutent, enfin pas toi, mais tous ceux que tu connais, en fait on va faire autrement. J'ai une mission pour toi. Si demain tu es à table, parce que tu fais partie de ma famille, on est de la même famille, d'accord, on est un clan, tu vois. Donc toi, tu es là, tu es investi, tu as envie de gagner de l'argent, tu l'assumes, tu le vis bien. Mais demain, tu es à table. Tu as un mec qui dit « Ouais, c'est scandaleux, on a supprimé l'ISF ». Tu dis « Non, l'ISF, il n'est pas supprimé. T'achètes une baraque, tu payes les filles. » Donc déjà, tu vois, j'ai poussé là. Tu as remarqué que j'ai rajouté un petit peu plus. Et par quoi finit là, le petit exemple que j'ai rajouté? Patrick, remets-le. Je suis pour le rétablissement de l'ISF parce que c'est une question de justice sociale, de justice fiscale. Donc tu vois le mot qui est employé, justice
fiscale, justice sociale. Mais en quoi, s'il te plaît, en quoi le fait d'avoir 3 millions d'euros d'immobilier et 3 millions d'euros placés en bourse qui rapportent tous les deux, je te dis une connerie, 300 000 euros par an, en quoi c'est juste qu'il y en a un qui paye des impôts et un autre qui ne paye pas des impôts? Mais attends, on est qu'au début de l'émission. Tu as l'habitude, regarde, si tu regardes ton compteur là, tu es à 5 minutes 15 ou 17, peu importe. Tu t'imagines, on commence à peine et on attaque. Alors, c'est l'angle par lequel je voulais en fait finalement attaquer cette émission. Et pour moi, pour que tu comprennes bien la problématique générale, il fallait que tu aies, dans l'émission d'avant que tu as écouté, Robert et Brigitte, je te rappelle qui sont le couple qui, eux, vivent des aides sociales. Je te rappelle que Robert et Brigitte touchent, Brigitte surtout touche 2500 euros en vivant avec Robert, mais en ne déclarant pas qu'elle vit avec. Ok? Et je te rappelle qu'elle paye 0 € d'impôt. Ok? Je te le rappelle. Et maintenant, il est temps qu'on parle de la justice. Il est temps maintenant, avant d'attaquer cette émission, que je fasse appel à une valeur fondamentale, à une valeur que nous connaissons tous. Alors je vais commencer par une chose, une forme de définition de justice, avant de te prendre la vraie définition de la justice. Je vais te rappeler une chose qui en fait pour moi est plus justement, c'est pas le bon terme, ça fait un peu répétitif, qui est de manière plus judicieuse la vraie façon de comprendre ce qu'est réellement la justice. D'accord? Ça c'est je vais commencer par ça. Pour moi en fait, la justice, c'est le point sur lequel nous nous accordons tous pour dire que la chose en question, elle est bien vertueuse ou elle est, comment dirais-je, néfaste au regard de ce que l'on constate. C'est-à-dire que je m'explique, si demain, je te montre quelque chose, je te montre une action réalisée par une personne et que la majorité des gens vont dire que cette action-là est juste, alors l'action sera juste. Et de la même façon, si la majorité des personnes te disent cette action est nuisible, eh bien dans ce cas-là, l'action sera nuisible. Cette manière de définir la justice, qui n'est pas la définition de la justice, mais qui est ma vision de la justice, elle implique pour moi la réalité de la chose. C'est-à-dire que finalement, la justice, on sait tous ce que c'est, on a tous été confrontés à des situations injustes et on les a tous identifiées, on a tous ce sentiment d'injustice très fort, mais elle est quand même énormément conditionnée par notre vie en société, par l'appréciation générale de la justice. Et j'avais besoin de le rappeler avant même d'attaquer le vrai sujet. Parce que quand tu lis la vraie définition de la justice, et tu vas voir ce que je vais te souligner, je trouve que le côté finalement un petit peu... il y a un côté, pardon, c'est pas le côté. Il y a un côté dans cette définition un petit peu malhonnête. Tu vas voir. Bon, on y va. Alors, la justice est un principe philosophique, juridique et moral fondamental qui récompense en fonction du mérite au regard du droit, de la morale et de la vertu ou de toute autre source nominative de comportement. Et en fait, je vais te préciser juste une chose que j'ai fait sur mes notes et qui va te donner toute la dimension. J'ai souligné le mot droit. Pourquoi j'ai souligné le mot droit? Parce qu'en fait, on a tous des droits et des devoirs, mais qui fait le droit? Qui construit le droit? C'est quelqu'un comme toi, comme moi. C'est quelqu'un qui va, par sa position, créer une loi et qui va l'imposer finalement aux autres. Alors, c'est pas juste cette définition-là, attention, c'est moi qui le dis. Donc, elle peut être reprise, cette phrase, mais moi, je la ressens comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais te donner un exemple criant pour moi, il y avait un droit fondamental, par exemple, pour les chauffeurs de taxi. Uber est arrivé, il a défié le droit et le droit a été réécrit. Donc, la question est, qu'est-ce que le droit? Et ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Le droit, c'est finalement une chose sur laquelle un ensemble de gens vivant en société s'accordent pour définir, pour s'autoriser à dire que c'est ça le comportement normalien du groupe. Et que toute personne ne se comportant pas, ma langue a forgé, toute personne ne se comportant pas de la sorte, agit contre le droit, contre l'intérêt commun, et elle est donc hors la loi. Ce que j'essaye de mettre en avant d'attaquer l'émission, et que c'est hyper important, c'est que ces notions de justice vont derrière conditionner ces notions d'injustice que nous venons d'entendre. Et quand cette personne invoque la justice sociale et la justice fiscale, j'ai envie de rire. Oui, j'ai envie de mourir de rire. Parce que où est la justice fiscale quand Robert et Brigitte, eux, ne payent pas d'impôts et ne travaillent pas pour avoir leur argent? Alors oui, c'est facile de toujours dire « Oui, mais le riche, il a plein d'argent, il peut en donner. » Oui, mais c'est un être humain comme toi et moi. Il a peut-être fait des choses pour avoir cet argent. Alors oui, mais le riche, il a hérité. Oui, mais il y a toujours des raisons, peu importe. Peu importe. Moi, je te pose juste une question.
qu'est-ce que la justice? Et je fais le pont avec l'émission d'avant pour maintenant avant d'attaquer cette émission. Parce qu'au début, je voulais parler de cette justice dans la première émission, mais je trouve qu'elle est mieux placée ici. Quelle est la différence entre une personne riche et une personne pauvre? Humainement, j'entends. Il n'y a aucune différence. Ce sont toutes les deux des êtres humains qui respirent et qui vivent le même air sur la même planète. Quelles sont leurs différences fondamentales qui justifient que l'une ait droit à être beaucoup plus ponctionnée que l'autre? Où est la justice là-dedans? Mais je vais t'inviter à te demander qu'est-ce que tu te trouves juste là-dedans. Et tu verras que la conclusion, j'espère, va te laisser réfléchir. Mais avant ça, parlons des riches. Parlons des vrais riches. Parlons finalement de cette 6e personne dont ils ont parlé. Et ils en ont bien parlé. Je t'ai gardé les meilleurs moments et puis on va en discuter. Parlons des vrais riches. Et voyons où est le malaise. Et tu vas voir que le malaise, il n'est pas là où tu crois. Et tu vas voir que si tu es pour l'ISF, j'espère qu'au travers, j'ai déjà fait des émissions sur l'ISF, mais au travers de celle-ci, je ne cherche pas à te faire changer d'avis, je cherche juste à te faire voir la chose sous un angle différent. Patrick Magnéto. Ah, l'ISF. S'il est un impôt qui déchaîne les passions, c'est bien lui. Il est au cœur d'un match qui oppose la gauche et la droite depuis plus de 30 ans. Un impôt qui a rapporté depuis sa création 87 milliards d'euros à l'État. Notre enquête démarre en Normandie, près de Deauville. Voici l'immense propriété d'un multimillionnaire plutôt discret. Francis Reversé, 77 ans. Un homme d'affaires aujourd'hui retraité et qui la joue modeste sur sa fortune. Avec du calme, je suis un petit riche, pas gros. Vous êtes un petit riche? Oui, un petit riche. Francis Reversé possède tout de même ici cette maison d'exception, ainsi que 7 bâtiments construits sur un domaine de 1000 hectares. Alors déjà, je suis obligé d'arrêter, je suis désolé, mais je vais te la remettre rapide. À ce stade, je suis obligé d'intervenir parce que j'espère que tu as noté une chose hyper intéressante. Tu as remarqué comment il vient de dire « Calmez-vous, je suis un petit riche ». Déjà, c'est la première chose que je veux souligner sur le passage que tu viens d'entendre pour te montrer en fait cette notion finalement où les gens qui sont dans l'enrichissement, on a tendance toujours à regarder au-dessus. On ne va pas chercher à regarder en dessous. C'est pas que c'est du mépris. Beaucoup de gens peuvent prendre ça pour du mépris, mais pas du tout. En fait, si tu veux, c'est de l'amélioration constante. C'est pour moi une des clés essentielles qui fait qu'il y a une incompréhension entre certaines personnes et d'autres. C'est-à-dire que tu as toute une catégorie de gens qui sont capables de s'auto-satisfaire ou de se dire « Ok, mais ça me suffit ». Et tu as toute une autre catégorie de personnes, dont je fais partie et que tu fais partie aussi, je le sais, où nous, on n'est jamais satisfait. On veut toujours mieux, toujours plus précis, toujours plus gros. Pas parce qu'il y a des gens qui vont appeler ça de l'avarice ou un besoin constant de grossir et ils vont dire, comme on a entendu tout à l'heure, oui, garde l'argent sur des comptes. Non, pas du tout. C'est vraiment une exigence envers soi-même avant de la coller sur les autres. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que si cette personne te dit ça, calmez-vous, je suis un petit riche, c'est parce que lui-même, c'est tout ce qu'il a mis en œuvre pour en arriver jusque-là, tout ce qu'il a encore à mettre en œuvre pour en arriver jusqu'où il espère en arriver. Et cette notion de réalité vis-à-vis de soi-même et des autres pour espérer atteindre l'excellence que l'on vise vis-à-vis de nous-mêmes, chacun d'entre nous. Et j'ai besoin de te le dire parce que tu dois, à un moment donné, te retourner sur toi-même avant de regarder les autres et être capable de te dire « Ok, ça je le fais bien, ça je le fais mal, ça je reprends, je recommence ». Si tu n'hésites pas à recommencer inlassablement, à travailler, tu verras que tôt ou tard, il se passera quelque chose. Il n'y a pas de secret en vérité, tu vois. Bien évidemment qu'après, il y a des techniques à avoir dans mes programmes ou ailleurs, je vais t'apprendre des petites choses, tu vas dire « Ah putain, mais ça, si je l'avais su avant ». Bien évidemment, je ne vais pas te mentir, mais il y a une base en fait, il y a une espèce de socle, une espèce de besoin de départ qui fait que si tu as ça, tu feras autre chose. Et d'ailleurs, c'est bien que je te parle de ça, tu constates aussi que j'ai coupé au moment où il dit une propriété avec 7 bâtiments. Tu vois déjà, rien qu'avec cette introduction, qu'on est face à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'en savoir plus en fait. Je pourrais arrêter là, tu sais que le mec, il sait quoi faire de son argent. Et tu comprends la différence finalement. Tu comprends pourquoi ceux qui ne savent pas quoi faire de leur argent en veulent à ceux qui savent quoi en faire. Parce que finalement, il y a cette espèce de difficulté de se dire mais pourquoi à moi, personne ne m'a jamais dit que je pouvais faire ça. Ça tient qu'à ça en fait. Il n'y a pas de justice en fait. Il y a juste cette notion de qu'est-ce que je peux réellement faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire. Pourquoi moi, je n'achèterais pas un bâtiment, une propriété avec 7 bâtiments et je ne la rénoverais pas? Pourquoi toi, tu ne le ferais pas? Pourquoi? Pose-toi cette question. Tu peux le faire en fait. Tu peux le faire. Et après, tu pourras peut-être le raconter dans une émission. C'est aussi simple que ça. C'est notre maison, on l'a achetée en 95 et puis on a eu 3 ans de travaux pour la restaurer parce que c'était vraiment une ruine.
Mais on est content du résultat. On a dépensé plus ou moins 12 millions d'euros pour tout restaurer. Si l'homme d'affaires a pu investir autant d'argent, c'est parce qu'il est à la tête d'un très gros patrimoine. Francis Reversé est le fondateur de Dégriffe Tour, la première entreprise française à proposer des voyages à prix cassé sur le Minitel dès 1991, puis sur Internet. Un succès qui va faire sa fortune. En 2000, il empoche le pactole en revendant son entreprise pour 36 millions d'euros. Et à l'époque, il fait un choix surprenant. Ses experts comptables lui conseillent de partir à l'étranger pour fuir l'ISF. Car son patrimoine pourrait perdre le tiers de sa valeur en 20 ans. Mais Francis Reversé choisit de rester au pays, quitte à payer le prix fort. Je considérais que partir à l'étranger, c'était vraiment quasiment comme une trahison de la patrie, pour employer les grands mots. D'autant que notre fortune, c'est en France qu'on l'a faite et pas ailleurs. Ah là 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 là. Tu vois, ce qui m'agace, c'est que t'as beaucoup de gens, en fait, ils font en fait la même chose que les riches, mais pour le mauvais truc. Ils regardent toujours au-dessus, mais en fait, ils regardent toujours l'impôt du dessus qui pourrait coller à un gars, quoi. J'ai pris ma calculatrice, parce que je vais pas faire genre, tu vois, que je le fais de tête, tu vois. Et j'ai pris 12 millions que j'ai fait x 20 et que j'ai divisé par 100, tu vois. Et je suis en train de le faire en temps réel, tu vois. Donc, en fait, en TVA, je te parle de là. Bon, je te resitue le truc. Tout à l'heure, il t'a dit qu'il a dépensé 12 millions d'euros pour rénover le bâtiment qu'il a acheté. Ok ? Il a donc dépensé, s'il a payé une TVA à 20%, ce qui n'est pas vrai, puisqu'en 95, c'était une TVA à 19,6, et puis qu'à l'époque, sur les travaux, tu peux avoir de la TVA à 5,5 ou à 10, mais peu importe. S'il te plaît, fais abstraction des détails. Imaginons qu'il les a dépensés, ces 12 millions d'euros. De toute façon, ils ont été mis dans notre économie, puisque la maison est en France. Tu ne peux pas nier cette évidence-là. Moi, je pars du principe qu'il a payé 20%. C'est comme ça. On parle de 2 400 000 euros que l'État a encaissé. Directement. On parle de donc 12 millions, bon, d'accord, que tu déduis de ces 2,4 millions. On parle de 9,6 millions d'euros qui sont allés dans d'autres entreprises sur lesquelles d'autres impôts ont été payés. 9 600 000 euros dépensés. Il y a 300 000 contribuables en France. Tu me suis ? 300 000 contribuables qui payent les impôts français. Alors attends, j'ai un problème parce que tu vois, tu ne vas pas le croire, mais ma calculatrice telle qu'elle est là ne va pas à un chiffre aussi grand. Donc on recommence. Donc 9 600 000 euros, c'est l'argent qui a été dépensé en France. J'ai enlevé 20%. Donc en l'occurrence, comme la TVA à l'époque était plus faible, il a dépensé plus en France. Fois 300 000 personnes qui dépensent à peu près cet argent. D'accord ? Donc on parle tu sais pas de quoi on parle en fait, parce que même moi je peux pas te dire. On parle de 880 milliards d'euros dépensés. 2 billiards, 880 000 milliards dépensés en France par ces gens. Contre 87 milliards. Enfin, je veux dire, voilà, je suis énervé. Comment des gens peuvent dire qu'il faut taxer ces personnes-là, alors que ces personnes, rien qu'en dépensant leur argent, leur font gagner plus d'argent en taxes que si elles payaient l'impôt. C'est punitif. C'est purement punitif. C'est de la jalousie et de la méchanceté. Mais je ne peux pas parler comme ça parce que je prends parti et tu sais que je n'aime pas prendre parti. Donc, on va revenir au sujet de base. Cette personne a encaissé 36 millions d'euros suite à la vente d'une entreprise. La première chose que je veux te dire, c'est que cette personne, elle a travaillé, elle a mis quelque chose en place. Et ne t'en déplaise, tu peux ne pas être d'accord avec ça, il y a eu un effort qui a produit cette richesse. Ce n'est pas de l'argent qui est tombé du ciel. J'aime beaucoup cet exemple parce qu'on parle de quelqu'un qui, en plus, à la fin te dit « J'aurais pas pu partir. Je n'aurais pas pu partir. J'aurais trahi mon pays. J'aurais trahi mon pays. » Quand tu sais qu'il y a des gagnants du loto qui pensent à se barrer, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, les mecs. Eux, ils ont allé gratter un petit truc. Ils sont plusieurs à avoir joué et entre débiles, ils se sont refilés leur fric. Et au passage, l'État a encore pris de l'argent. Je veux dire, voilà. Donc, on est quand même dans une situation où on préfère qu'un mec ait gagné au loto plutôt qu'il ait gagné de l'argent comme ça. Donc, j'aimerais bien qu'à partir de maintenant, tu vois, pareil, tu fais partie de la famille. Si un mec un jour te parle comme ça, de personnes comme ça, tu lui dis, mais pourquoi ? Mais en fait, tu trouves que c'est mieux les gens qui gagnent au loto que les gens qui travaillent et qui deviennent riches. Non, mais pose-leur la question, bordel. Agis maintenant. Agis dans ce sens-là. Et surtout, ces mecs-là qui ont gagné leur argent, quand tu gagnes de l'argent, tu te sens redevable envers le pays. Tu vois, ils te parlent de trahison de patrie.
Mais entre nous, je suis désolé, je vais te reparler de Robert et Ginette. Est-ce que tu crois qu'eux ont une quelconque notion de trahison envers le pays qui leur donne de l'argent contre rien? Pose-toi la question. Et là, tu vois que tout ce que je t'ai dit juste dans l'émission d'avant prend son sens. Est-ce que Ginette et Robert, à qui on donne de l'argent tous les mois, à qui on ne fait pas payer d'impôts, qui ont tous les minimums sociaux, est-ce que eux ont un sens de la patrie? Est-ce que demain, s'il y a une guerre, si demain il y a une guerre, est-ce que Ginette et Robert sont devant? Je te pose la question. Pose-toi la question. Est-ce que tu crois que ce mec-là est devant? Moi, je te dis que oui. Lui, il est devant. Il se battra pour son pays. Par contre, Ginette et Robert, ils auront pris le bateau et ils se seront barrés ailleurs, là où un autre pays leur donnera des aides sociales. Donc, ouais, je suis énervé, ouais, je suis en colère. Ouais, je suis en colère parce qu'un mec comme ça, qui a de la dignité, qui a du respect, de l'exigence envers lui-même, qui a travaillé, qui a des valeurs, qui a rénové le patrimoine français, 12 millions dans sa baraque, qui t'explique que, tu vois ce qu'il t'explique, tout ce qu'il va te dire. Ben lui, pour des raisons de justice sociale et fiscale, lui, on va le taxer. Et Ginette et Robert, qui eux, n'ont jamais rien fait de constructif pour notre patrie, ben eux, on leur donne tout. Une fortune qui, au fil du temps, va diminuer. Francis Reversé fait partie des 300 000 contribuables qui ont payé l'ISF chaque année. À notre demande, il a accepté de nous montrer ses feuilles d'imposition. Je suis un classeur avec quelques déclarations. Et je vais vous dire, l'ISF, ça m'a souvent agacé, mais ça ne m'a jamais empêché de dormir. Cet impôt, il va le payer pendant 17 ans. 2017, 2016, 2015, mais ça c'est 2014, c'est le solde à payer, 315 813. Sur une quinzaine d'années, ça fait... c'est de l'argent qu'on aurait investi si on n'avait pas eu à le donner au fisc. Francis Reversé fait contre mauvaise fortune bon cœur durant toute cette période. Selon nos estimations, il aurait ainsi redonné au total pas moins de 5 millions d'euros à l'État. Sur ce passage, il y a 2 points qui m'agacent spécifiquement. Le premier, bien évidemment, c'est plus de 300 000 euros, un petit peu plus, 315 des brouettes d'impôts à payer en 2014. Bon, là, effectivement, ça pique. Hein. Quand tu sais que c'est ça plus le reste, ça commence à faire beaucoup. Ce qui m'agace en conséquence de ça, c'est que tu entends très clairement qu'en gros, si tu restes en France avec une fortune, elle s'amenuise, elle se fait ronger par l'impôt. Et que tu imagines, enfin, c'est quand même ouf. En gros... Là, indirectement, ce qu'on te dit, c'est que n'importe quel conseiller financier te dit « barre-toi ». Enfin, moi, je trouve ça honteux. En fait, moi, ça me fait rire parce que quand j'entends les gens « Ah, il faut remettre l'ISF », je me dis « Mais tu devrais avoir honte, en fait. Shame on you ». Mais vraiment, quoi, la honte. C'est-à-dire que, en gros, n'importe quel gars qui est éduqué, ben, il dit que ton pays, c'est de la merde. Voilà. En gros, c'est ça. Je te fais la traduction, mec. Désolé. Donc, je sais pas. Tu vois, t'as envie de ça, toi. T'as envie de te dire, tiens, j'élève mes enfants dans un pays pourri. C'est la grosse merde. Tout va bien. Je nage dans le caca. Je suis dans le bonheur. Bon, c'est un petit peu de l'ironie malsaine. Désolé. Et la deuxième chose qui me perturbe le plus, mais qui me rend encore plus malade que la première, je crois, c'est dommage, on aurait investi, il dit. Mais t'entends ça? C'est dommage. Cet argent, je l'aurais investi. Non, mais tu sais quoi, t'es pas à côté de moi, mais imagine-toi que je suis en train de mettre une énorme baffe sur le front, tu sais, avec un relent de oh, mon Dieu, mais quel désastre. Mais c'est ça en fait, mais quel désastre. Donc en fait, c'est là, mais je vais en parler tout à l'heure, t'inquiète pas, mais c'est là où tu te dis que toute cette éducation qu'on donne gratuitement, mais elle amène à rien en fait, parce qu'au final, les gens souhaitent que l'État ait l'argent. Voilà. Parce qu'il vaut mieux que l'État... Donc, je veux dire, l'État n'a jamais été capable de gagner un rond. Hein. Je veux dire, tu prends n'importe quoi que l'État a eu entre les mains, n'importe quoi, n'importe quelle société que l'État a eu entre les mains, dès qu'il la privatise, les gens qui récupèrent la privatisation arrivent à gagner de l'argent et même beaucoup de pognon, mais tant que l'État l'avait dans les mains, ils en perdaient. Mais tout va bien, tout va bien. Donnons de l'argent à des gens qui ne savent pas en gagner. Tout va bien. Qu'est-ce que toi, tu dois en tirer? Parce que là, tu es en train de te dire, Nicolas, je ne vois pas où tu veux en venir. Pour l'instant, ça tourne en rond. Mais je vais t'expliquer une chose. Déjà, premièrement, tu dois comprendre une chose. Je le répète depuis le début que je suis sur Internet, mais ton meilleur conseiller financier, c'est toi. Parce que, tu vois, cette émission-là, il va y avoir encore un petit passage et puis j'aurais coupé la fin, mais ce mec-là, il a décidé de rester malgré tout. Il n'a pas écouté ses conseillers financiers et il a continué à gagner de l'argent. Et ça te montre une chose essentielle, en fait. C'est que personne n'est toi. Personne n'est moi. Personne n'est toi. Personne, même pas ton meilleur conseiller, ne pourra t'amener tout seul à ton meilleur résultat. La seule personne qui t'amènera à ton meilleur résultat, c'est toi-même. Bien évidemment qu'il te faut des conseillers, mais il faut avant tout que tu sois capable de t'écouter toi.
Parce que tu es le seul à savoir ce qui est bon pour toi. Et si ce qui est bon pour toi, c'est de rester en France, reste en France. Si ce qui est bon pour toi, c'est de te barrer, barre-toi. Fais ce que tu veux, mais fais ce qui est bon pour toi. Patrick, mets la suite. C'est un impôt qui a été extrêmement mal perçu parce que c'est vraiment un truc confiscatoire. On l'a vécu comme on vit le mauvais temps. On le prend en se disant qu'un jour il fera petit feu, le beau temps reviendra. Faut être fataliste. Et aujourd'hui, le beau temps est enfin revenu. Grâce à des donations à ses enfants et au passage à l'IFI, ce multimillionnaire fait des économies spectaculaires. On paye 4000 et quelques euros d'IFI, alors qu'on payait plusieurs centaines de milliers d'euros d'ISF. Donc ça fait une différence. On dit merci Macron, oui. Question. Tu viens d'entendre dire merci Macron. Ça peut être vu des circonstances actuelles. Bon, merci Jean-François, moi j'ai entendu, mais bon, tu sais ce que j'en pense. Bon, au vu des circonstances actuelles, ça peut être très mal pris. Ça peut même paraître être de la provocation. Mais moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses qu'il dit merci Macron? Est-ce que tu penses pas qu'il dit plutôt est-ce que tu penses pas plutôt que la vraie question c'est est-ce qu'il serait pas en train de dire merci Jean-François? Est-ce que n'importe quel Jean-François qui aurait eu à la place de Jean-François Macron n'aurait pas pu faire la même chose et cette personne-là n'aurait pas dit merci? La réponse est oui. En réalité, n'importe qui voit ses attentes réalisées dirait merci à la personne qui les lui réalise. Donc ça veut dire que pour Brigitte et Robert, qui sont dans la tranche à 0 et à qui on donne tout ce qu'ils veulent, par exemple augmentation des minima sociaux et du coup plus d'argent pour eux. Mais eux aussi diraient merci à Jean-François Macron. Tout le monde dirait merci au Jean-François qui ferait ça. Dès l'instant que le Jean-François va faire ce que veut la personne. Moi, ce qui m'intéresse dans ce passage, très rapidement, parce que l'émission est assez longue, c'est la première chose, c'est le fait que tu as vu, il prend ça comme le beau temps. Il te dit, oui, bon, c'est comme la pluie, hein, on fait avec, mais quand il fera beau, ça ira mieux. J'aime beaucoup. Pour moi, c'est limite une leçon d'état d'esprit, tu vois. Ça te montre qu'en fait, pour lui, il prend ça comme une chose plus grande que lui. Et que donc, il ne la maîtrise pas, cette chose. Et donc, elle ne doit pas l'influencer. C'est exactement le message que j'essaie de te faire passer dans cette émission. Tu dois bien comprendre que les impôts, la fiscalité, c'est une chose plus grande que toi. Ça ne doit pas t'influencer. Avance, va dans ta direction. Construis ce que tu as à construire. Bâtis ce que tu as à bâtir. Les impôts, tu verras après. Ça peut être un problème, mais ça n'en est pas un, spécifiquement au départ. Ensuite, et point important que je veux souligner, il fallait que je le dise à un moment, et c'est le meilleur moment pour moi de le dire. Il faut comprendre une chose avec la richesse, c'est qu'elle nous renvoie à notre image. C'est-à-dire que moi, des fois, il y a des gens que je ne peux pas blairer, sans raison apparente. Et en fait, en réalité, c'est parce qu'ils nous renvoient notre propre image. Quand tu détestes quelqu'un, j'ai beaucoup de mal à le dire, là, tu vois, parce que je sais que toi qui m'écoutes, tu sais, peut-être, tu me connais, et tu te dis, ah ouais, il doit penser à lui, tu vois, donc tu t'imagines peut-être des choses. Et effectivement, il y a des gens que j'aime pas, et en fait, parce que ces gens-là me renvoient mon image, parce qu'ils sont moi, parce qu'ils sont l'incarnation de ce que je suis capable de faire, mais que je n'arrive pas à produire. Et rappelle-toi d'une chose très simple que je veux que tu gardes en tête. Plus c'est simple, plus ça a l'air simple, plus ça a un aspect facile, plus c'est dur à produire. Plus tu vois quelqu'un faire quelque chose que tu te dis je suis capable de faire pareil, plus ça va être dur à faire. Parce qu'en fait, la simplicité, la facilité dénote est la conséquence d'un travail en amont qui est énorme, d'un travail invisible en amont qui est énorme. Et en aval, du coup, eh bien, tu constates la facilité. Donc, tu l'as compris, pour moi, la richesse, c'est finalement une espèce de mensonge, mais qu'on se dit à nous-mêmes, en fait. Tu sais, comme si, en réalité, tu constates chez l'autre ton propre échec. Tu retrouves finalement, dans le regard de l'autre, ton incapacité à assumer réellement ce que tu veux. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et donc, je t'ai pris ce petit passage avec cette personne dans le reportage. Ce n'est pas le personnage principal de cette deuxième partie, mais je te l'ai pris simplement pour te montrer que, et c'est vraiment la toile de fond de cette émission, que rien, normalement, rien ne doit influencer ce pourquoi tu as envie de te battre. Je vais te le dire autrement, mais si tu as une idée en tête ou tu veux te lancer dans quelque chose, réellement, c'est pas l'argent en fait qui est l'enjeu. C'est le seul endroit où j'avais l'opportunité de placer ça, donc je te le dis. La vérité, c'est que tous ces riches, ce que tu comprends pas, c'est que ce qu'on comprend pas d'ailleurs avec les gens qui gagnent de l'argent, c'est que c'est jamais pour eux l'enjeu en fait. Et la preuve,
C'est que pour lui, le fait de payer des impôts, c'est comme la pluie en fait. Si tu te réveilles, moi quand le matin, quand il pleut et que je me réveille, ma femme elle me dit mais moi ça me gonfle qu'il pleuve, pourquoi ça te gonfle pas? Moi je dis moi ça me gonfle pas, qu'est-ce que je te dis? Il pleut, demain il fera beau. S'il existe une des villes en Suisse qui a pu s'enrichir pendant des années grâce à notre ISF, c'est sans nul doute Crans-Montana. Une des stations de ski les plus huppées d'Europe. Ici, le luxe s'affiche dans toutes les vitrines. Et dans les rues, on peut y croiser de nombreux Français. 1 millier de nos compatriotes ont élu résidence ici. C'est 10% de la population. Parmi eux, Michel Venturini. À 76 ans, ce fringant septuagénaire n'est pas comme vous pourriez le croire, un retraité. C'est un homme d'affaires toujours actif. Il s'est offert ici, il y a 21 ans, l'appartement de ses rêves. 500 mètres carrés, avec vue imprenable sur le massif des Alpes. Et si Michel Venturini peut s'offrir cette vue incroyable, c'est parce qu'il est à la tête d'une fortune stratosphérique. 250 millions d'euros, qu'il a empoché en 1998 quand il revend son entreprise, les magasins But. Et à l'époque, c'est entre autres l'ISF qui le pousse à s'expatrier. Bon allez, j'espère que t'es prêt pour la fessée, on va s'en prendre une grosse là. Bon déjà je coupe ici parce que je veux que tu aies tes petites notions sur cette introduction. Pour moi, c'est très important. Tu sais, je suis fan, c'est pas le mot. Tu sais, j'aime bien Pablo Escobar, je sais pas pourquoi. Pour moi, c'est le mec de toutes les folies, en fait. C'était un taré, ce gars. Et j'aime bien les mecs fous, moi. Et je veux quand même te remettre dans le contexte. Parce que là tu vois, c'est la télé, une fortune stratosphérique. Non, mais on va remettre les choses dans le contexte, d'accord? Dans les années 80, Pablo Escobar touchait 60 millions de dollars par jour. Soit 2,3 millions de dollars par heure, soit 38 000 dollars par minute, soit 632 dollars toutes les secondes. Donc je te remets dans le contexte parce que oui, Monsieur Venturini gagne très très bien sa vie, il a effectivement de l'argent, mais encore une fois, j'aime bien relativiser. Tu vois, j'ai toujours ce besoin de regarder au-dessus, tu vois, c'est comme ça, voilà. Donc je veux qu'on remette les choses en contexte. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, je ne le remets pas en cause, ça reste... Pour moi, de mon point de vue, quelqu'un qui gagne correctement sa vie. Attention, je ne suis pas à ce niveau, je ne peux pas prétendre à ça, c'est pas vrai. On est simplement sur quelqu'un qui a un mode de fonctionnement et ce mode de fonctionnement lui a permis par la revente de son entreprise d'avoir une somme qui a été ce qu'elle a été et qui a été très importante. Autre détail que je veux te signifier, si tu vois un petit peu... Quand tu vois la présentation de la première émission et que tu vois la présentation de cette deuxième émission, pour moi, voilà, vraiment, on est vraiment dans le show, tu vois. Il a pu se payer l'appartement de ses rêves avec la vue. Je t'ai coupé des trucs d'ailleurs un peu inutiles pour l'histoire où il t'explique la vue, tout ça. C'est vraiment... On est vraiment dans le show, tu vois, dans le je montre ce que j'ai pu avoir. Mais le mec a bossé. En fait, la télé a un mécanisme vicieux qui accentue finalement pour moi, cette émission-là fait plus de mal que de bien alors qu'elle est bien faite au départ. Mais il y a des mécanismes de présentation qui sont vraiment très mauvais pour les personnes qui peuvent regarder. Le riche est vraiment présenté, le gars a 76 ans. Franchement, je vais être franc avec toi. Est-ce que tu as envie d'avoir 240 millions à 76 ans? Non. Est-ce qu'ils te prennent un riche de 76 ans? Prends-nous des riches de moins de 30 ans, mec. Pablo Escobar, il avait la vingtaine quand je te parle. Il avait 30, allez, entre 20 et 30. Il gagnait 60 millions de dollars par jour. Je ne sais pas si tu réalises. On parle d'un gars qui avait la trentaine. Là, on te prend des gens où tu te dis, en fait, voilà, on fait tout pour te montrer la richesse sous la forme. Oui, mais tu seras vieux. Oui, mais quoi? Non, les gars, arrêtez avec ça. Si tu m'écoutes, j'ai un message pour toi. J'ai un message d'espoir. Tu peux être jeune et riche. D'abord, la richesse, c'est pas l'argent. On a tendance à te jeter des sommes énormes. La richesse de cet homme-là n'a pas été l'argent qu'il a gagné. Sa vraie richesse a simplement été de pouvoir, quand il a vendu ses magasins, acheter là où il a voulu acheter. Est-ce qu'il est allé en Suisse pour la fiscalité? Et j'aurais bien aimé qu'on lui pose la question, je ne le sais pas. Mais s'il est allé pour la fiscalité, je le plains. Tu ne vas pas dans un pays pour la fiscalité, tu y vas parce que tu t'y sens bien. Je pense qu'il s'y sent bien parce que je t'ai coupé le passage où il dit qu'il est très heureux là où il est. Je pense que c'est vrai. Mais je veux corriger tout ça, c'est ouf en fait. Alors, quand on te montre les gens qui n'ont pas d'argent, on oublie de te parler de ceux qui profitent du système. Juste ceux qui nous révoltent le plus, quoi, tu vois, accessoirement. Bon, bref, moi, ça ne me révolte pas, comme je t'ai dit dans l'émission d'avant. Moi, je leur donne raison, ils prennent ce qu'on leur donne. Et quand on te parle des riches, on te prend des mecs bien vieux pour te sous-entendre quand même, l'air de rien, que bon, tu seras riche, mais tu seras très très vieux, ça servira vraiment à rien. Voilà, ce qui n'est pas vrai. Hein. Je vais finir cette partie-là avant d'introduire la suite, mais voilà, c'est pas vrai du tout, tu peux être jeune et avoir de l'argent.
Et ce qui n'est pas vrai aussi, c'est qu'on te présente ça, l'air de dire il s'est mis là pour la fiscalité. C'est pas vrai aussi, il faut que ça te plaise, voilà, tu gagnes pas de l'argent. L'argent n'est pas la finalité en soi, c'est le moyen d'atteindre ce que tu veux. Gagne de l'argent pour obtenir ce que tu veux, tu te sentiras très bien. Moi, je fais ce que je fais pour mes raisons à moi, pour atteindre mon objectif. Je l'atteindrai comme j'ai envie et je serai très heureux. Tu vois ce que je veux dire? Et toi aussi, etc., etc. Et un rêve, accomplis-le et tu verras que tout va bien aller dans ta vie. Bon, ça c'est fait, c'est dit. Dernier petit point, je vais te mettre la suite. Et avant que j'introduise tout ça, je veux que tu saches que ce personnage-là, pour moi, représente, les personnages que tu entends jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, représentent vraiment les vrais riches, même si je te les relativisais par rapport à Pablo Escobar. Il est important que tu comprennes que ce sont des vrais riches. Maintenant, sache une chose, les vrais riches sont dans les pays anglo-saxons. Je vais te donner une notion. Moi, je connais, j'ai les chiffres d'autres personnes. Je ne suis pas là pour te donner des chiffres de personnes que je connais, mais pour te donner une idée, il y a un entrepreneur français qui a mis 10 ans pour faire un certain chiffre d'affaires en France, d'accord? Et il a fait en 1 an le même chiffre d'affaires aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il crée une boîte en France, il met, on va donner un chiffre à la con, 1 million d'euros, c'était plus que ça, mais on va imaginer 1 million d'euros de chiffre d'affaires, il lui faut 10 ans pour les faire en France. C'était beaucoup plus que ça. Et il va aux États-Unis, il crée la même boîte, le même service aux États-Unis, et en 1 an, il fait le chiffre d'affaires qu'il a mis 10 ans à atteindre en France. Parce qu'en fait, notamment ce qu'a fait Pablo Escobar, etc., les États-Unis, c'est l'anglais. L'anglais, c'est une énorme fraction du monde, et que donc dès que tu vas proposer un service de manière anglophone, ta fortune s'accroît de manière exponentielle. Tu ne peux pas comprendre en fait, il faut le vivre. Je ne l'ai pas vécu, je te rassure. Mais comme je connais des gens qui l'ont vécu et qui me l'ont expliqué et que j'ai vu les chiffres, c'est assez impressionnant en fait. C'est-à-dire qu'en gros, et je te le dis directement, si tu veux vraiment avoir une fortune qui se construit rapidement, il faut que ça soit en anglais. Voilà. Allez Patrick, mets-leur la suite. La France, c'est malheureusement devenu le pays le plus fiscalisé au monde. Donc, au bout d'un moment, les gens trouvent que c'est trop. On dit toujours trop d'impôts tue l'impôt. Résultat, aujourd'hui, l'homme d'affaires ne fait plus fructifier sa fortune en France. Ses investissements, c'est dans le reste de l'Europe et surtout en Suisse qu'il les injecte. Dans des supermarchés, dans des enseignes de bricolage et tout récemment dans l'hôtellerie. Voici son dernier pari. La construction d'un hôtel 3 étoiles. Pour ce projet, Michel Venturini s'est associé avec Louis Ferrand, un autre homme d'affaires français résidant lui aussi en Suisse. Il a fait fortune dans l'immobilier. Les deux hommes ont investi 16 millions d'euros pour construire l'hôtel. Un chantier qui fait vivre une centaine d'ouvriers depuis 1 an. L'hôtel doit ouvrir dans 2 mois. Une dizaine de salariés vont être embauchés pour l'inauguration. Autant d'emplois qui auraient peut-être été créés en France s'il n'y avait jamais eu l'ISF. Dans ce passage, il y a tout. Il a fait fortune dans l'immobilier. Bon, déjà, tu vois que c'est possible. Tu sais qu'en utilisant mes méthodes, tu peux faire fortune. Tu vois, et on va pas, je vais pas te mentir, tu peux faire fortune. Voilà. L'immobilier, tu peux faire fortune. C'est une vérité. C'est une vérité. C'est une vérité qui demande des petites précisions. Petite précision numéro 1. L'immobilier, c'est la même courbe que celle de Warren Buffett. Je ne sais pas si tu l'as vu. Warren Buffett, il a une courbe qui en fait est très plate pendant très longtemps et qui d'un coup explose. Et en fait, c'est tes décisions immobilières qui va faire exploser la courbe. Voilà, ça, il faut que tu l'intègres, effectivement. Deuxièmement, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu te rends compte que ces personnes-là se côtoient et se rapprochent et que du coup, il se crée des choses dans cette passage qui est pour moi, mais qui est tellement... Il y a tout dire, il y a tout qui est dit en fait, j'ai rien à ajouter quasiment. Tu te rends compte, 16 millions, 17, peu importe, qui ont été investis dans un hôtel, ça fait vivre une centaine de personnes, mais tout ça, c'est de l'argent qu'on perd. En fait, ça te montre une chose, Et c'est là un des points fondamentaux, je veux que tu quittes cette émission en gardant ça en tête. Ça te montre une chose essentielle. Et prends quelques secondes pour bien écouter ce que je vais te dire. Et je vais te le dire doucement pour que tu le comprennes correctement. Toutes ces personnes qui veulent le retour de l'ISF ne savent pas compter. Elles ne savent pas compter. Pourquoi ? Parce qu'elles se focalisent sur le fait que ces personnes qui gagnent beaucoup d'argent devraient payer un impôt et elles se sentent lésées parce qu'elles-mêmes se trouvent payer trop d'impôts et du coup, elles ont un sentiment d'injustice par rapport à une situation donnée. Ce que ça nous met en exergue
au-delà de toutes les choses que je vais éluder dans ce que je vais dire, mais moi, ce que je veux mettre en avant, c'est la suivante. Ce qu'elle nous met en exergue une chose, c'est que tout le monde n'est pas capable de compter. Ça veut dire que on a beau avoir tous une unité de mesure commune qui sont les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, etc. 2 plus 2 égale 4. C'est pas parce que tout le monde sait compter de cette manière-là que tout le monde comprend comment cela fonctionne. Ça te prouve que 1, l'argent est quelque chose de très émotionnel et de absolument irrationnel. Il n'y a rien de rationnel dans l'argent. Et 2, c'est que toutes les personnes qui se focalisent sur l'impôt ne comprennent rien. Donc je veux qu'à partir de là, tu retiennes cette chose en tête. Arrête de penser aux impôts. Si tu penses aux impôts, tu penses comme toutes ces personnes qui veulent que l'ISF revienne et tu n'y arriveras jamais. Oui, il y a des impôts. Oui, ça fait peur. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est problématique. Et je pourrais faire cette liste indéfiniment. Mais si tu y penses, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas pour la même raison que j'ai commencé cette émission avec cette personne qui te dit « c'est à cause de ça qu'on s'en sort pas, c'est toujours à cause de ça, mais c'est jamais à cause de lui ». C'est à cause de toi, même si tu n'es pas riche. Si tu ne gagnes pas, comme Michel Venturini, des millions, si tu n'as pas déjà construit ton empire, c'est à cause de toi. Donc là, maintenant, tu m'écoutes, je ne sais pas ce que tu fais, tu conduis, tu marches, tu es dans le métro, j'en sais rien. Réfléchis 2 secondes et demande-toi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour poser la première pierre de ton empire? Quelle est la première action que tu as déjà faite, que tu as fait ou que tu vas faire? Ça n'a pas d'importance. Arrête d'écouter tout le monde. Arrête de m'écouter moi. Fais quelque chose, agis. Ces personnes que tu entends là, aujourd'hui elles font des millions, elles brassent des grosses affaires, mais elles ont commencé comme toi. Elles ont commencé comme toi et elles ont commencé par poser une action, puis une deuxième, puis une troisième. Et à un moment donné, effectivement, et ça personne t'en parle et c'est une vérité, il y aura un moment donné où tu vas devoir faire une bascule et que tu vas devoir prendre un gros risque. Et il n'y a que cette bascule-là qui fera la différence. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait hier? Et qu'est-ce que tu vas faire demain? Arrête de penser aux impôts. Ne pense que à ce que tu veux construire. Et construis-le. Moi, j'adore la Bretagne, le Pays Basque. On aurait pu se poser la question de faire cet investissement dans cette région-là, c'est clair. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que c'est plus facile ici, c'est tout. Donc c'est un manque à gagner pour la France? Tout à fait. Bien sûr. Tout à fait. Je prends plaisir à investir un peu partout dans le monde, mais la France, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire si un pays est mieux géré qu'un autre? Ah là 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 là. Ah, c'est le malaise. Le gros malaise. La France, c'est compliqué. On va parler de ça dans la partie d'après. Il est temps que je te raconte mon histoire. Alors mon histoire, c'était une mauvaise blague que je voulais te raconter, mais je vais pas la faire. Parce que la mauvaise blague, c'était de te dire en fait que je connaissais un couple d'amis qui avait 2 enfants, qui en préféraient un à un autre et qui déshéritaient le premier pour le second. Et puis, l'idée, c'était de te montrer que si demain tu connaissais en fait des parents qui favorisaient l'un de leurs 2 enfants en défavorisant l'autre, en déshéritant l'autre et en donnant tout à un des 2 pour une raison aussi obscure qu'il est plus beau ou il est plus intelligent, n'importe qui, toi, moi, serait choqué en fait. La réalité, c'est qu'on connaît tous dans notre entourage, toi, moi, des parents qui, volontairement ou involontairement, ont une préférence. Et quand on rentre, je sais que tu l'as déjà fait, quand tu rentres, t'en parles avec ta femme, ou si t'es une femme, t'en parles avec ton mari, tu dis, t'as vu quand même, nanana, on fait nos commères. C'est pas très grave en soi, on a le droit de préférer un enfant. Je sais que c'est tabou, mais c'est une réalité. Par contre, on n'a pas le droit, ça revient à ce que je t'ai dit, parce que c'est une question de justice. On n'a pas le droit de déshériter un enfant parce qu'il est moche, parce qu'il est beau. Ça me paraît logique. Je t'ai expliqué ce qu'était la justice. Je te le rappelle, si tu veux, c'est un principe philosophique. J'aime beaucoup cette introduction. Juridique et moral, fondamental, qui récompense en fonction du mérite au regard du droit, de la morale et de la vertu. Déshériter un enfant parce qu'il est plus beau ou plus moche, ça revient à coller un impôt à un gars qui parce qu'il est riche. C'est la plus grosse des injustices qui existent. Voilà le parallèle que je voulais mettre ici et maintenant en avant. Sauf que du coup, entre-temps et pour l'émission, j'ai fait une recherche. J'ai voulu voir s'il y avait des parents qui assumaient le fait de préférer un de leurs 2 enfants et qui tapent sur Google ou Internet, tu trouves un peu tout. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de voir. Et il y a un truc qui m'a frappé. Je ne vais pas te raconter l'histoire parce qu'elle serait trop longue. Et puis, j'ai déjà essayé de la raconter. Ça n'a pas bien fonctionné.
Donc je vais te la résumer. En fait, c'est l'histoire d'une grand-mère qui vient de mourir, qui a donc la grand-mère qui a 2 enfants, d'accord? Et ces 2 enfants ont eux-mêmes des enfants. Et donc il y a donc les petits-enfants de la grand-mère qui est décédée. Il y a une de ces dames qui s'est, enfin une dame ou une fille, j'en sais rien, qui s'est insurgée, qui a écrit des messages en racontant son histoire parce qu'en fait son frère avait, enfin son oncle pardon, avait eu 1 million d'euros d'héritage en plus que sa mère. Et je pourrais te raconter l'histoire, te donner des détails avec des chiffres. Je sais que tu adorerais ça, tu vois. Donc en gros, je te la fais courte, tu vois. La maman de la fille qui écrit, elle a eu pour 300 000 euros de biens immobiliers. Et l'oncle, lui, il a eu une seule maison, mais il a eu 1 million. De la valeur de la maison, c'est plus d'1 million d'euros, plus une forêt en fait. Donc si tu regardes le nombre de biens, en fait, la maman en a eu plus, mais l'oncle en a eu moins. Et en fait, l'oncle, en plus, il a eu, la mamie, elle a donné à l'oncle des lingots d'or, tu vois. Donc le truc de ouf, quoi. Et la fille, la petite fille, qui n'a rien à voir, l'argent, il n'est même pas pour elle. Tu verrais le message. Elle s'insurge, elle est folle. Alors, ça me fait rire. Je ne sais pas si tu connais cette expression que j'adore, mais qui attend les souliers d'un mort marche longtemps pieds nus, tu vois. La petite fille, je ne sais pas sa situation, mais elle ne doit pas avoir de thunes. C'est sûr, quand elle voit passer 1 million d'euros dans les mains de son oncle, elle doit péter un câblon. Mais déjà, essaye juste de t'imaginer que toi, ta mère hérite de 300 000 euros, alors que ton oncle, lui, hérite d'1 million d'euros de plus que ta mère. J'arrive à comprendre que tu sois énervé. J'arriverai même à l'entendre. Mais c'est pas ton argent. Là, on écoute depuis tout à l'heure des mecs qui ont fait fortune. C'est leur fric. C'est leur fric. Et parce que tu déplaces une ligne imaginaire sur le sol qu'on voit même plus aujourd'hui, qu'on la voit sur des cartes, tu vois, des territoires, tu vois ce que je veux dire. Tu passes cette ligne et tu payes juste 10 fois moins d'impôts. Mais pas que. Parce qu'ils viennent de dire quoi? Ils viennent de dire c'est pas ma faute si un pays est mieux géré qu'un autre. Écoute la suite. Tu vas voir. La grosse fessée, elle arrive. Alors la suppression de l'ISF suffirait-elle pour que Michel Venturini rapatrie ses investissements en France? Ses associés lui posent ouvertement la question. Tu pourrais imaginer un retour en France? Jamais. Jamais? Et ils peuvent mettre ou pas mettre l'ISF, de toute façon, ils sont au summum de la fiscalité globale. Donc c'est tout. Parce que vous espérez toujours que les Français vont revenir chez eux? Parce qu'il y a un point, il y a pas votre impôt de force sur la fortune, je comprends pas du tout votre question. Mais personne ne veut revenir. Il n'y a pas un rond. C'est trop compliqué de vivre en France. C'est un pays de fonctionnaires, de smigards et autres. Il y a plus de gens, entrepreneurs qui vont en France, c'est tout. Là, je sais pas si je dois rire ou pleurer, là, tu vois. Alors, entre il n'y a pas un rond, c'est un pays de smicards et de fonctionnaires, c'est trop compliqué. Il n'y a plus d'entrepreneurs en France. C'est pas une émission. Alors déjà, là, je suis obligé de faire un stop. C'est pas une émission pour te mettre une claque et te dire vas-y, barre-toi, c'est pourri. Pas du tout. Déjà, on va reprendre depuis le début, tu l'as entendu, l'ancien patron de But, je ne donnerai pas son nom, même si dans le reportage ils le disent, il s'est associé avec un mec qui a fait fortune dans l'immobilier, ces gens ont fait fortune en France. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est dit de la manière dont c'est dit. C'est un petit peu violent, ça a été coupé, recoupé et recoupé par mes soins. Donc je vais comment je vais dire ça? Je vais manager un petit peu tout ça, modérer les propos en disant, premièrement, cette chose, la suivante qui est importante. Tu peux encore t'enrichir en France. Tu peux encore t'enrichir en France, mais je vais rejoindre ce qui vient d'être dit et c'est ça, là où je veux appuyer aussi, c'est très compliqué. C'est très compliqué de s'enrichir aujourd'hui en France. Il y a énormément de choses à savoir, énormément de choses à faire pour y arriver. Effectivement, on est face à des gens, comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'émission d'avant. Dans l'émission d'avant, je te dis qu'il y a quand même une tranche de la population dont personne ne veut parler parce qu'il y a un gros malaise. Comme là, il y a aussi un gros malaise. C'est que tu as toute une tranche de la population qui aujourd'hui se sont calés dans cette fameuse tranche qui ne fait pas partie du reportage où ils prennent les aides sociales, Robert et Brigitte, et ils vivent des aides sociales ouvertement sans payer d'impôts. Et c'est problématique quand il dit il n'y a que des smicards et il n'y a pas d'argent. Et des fonctionnaires, mais des fonctionnaires il en faut, ça c'est un autre problème. Mais il n'y a que des smicards et il n'y a pas d'argent. Il parle pour moi de ces gens-là. Et ça manquait réellement, tu vois, l'espèce comment dire, de positionnement dans l'émission manquait pour moi réellement pour que tu comprennes le malaise français. Maintenant, et là où je peux pas, et là où il faut le comprendre, c'est-à-dire que la fiscalité, et ça, c'est vraiment, voilà, cette émission, j'espère que tu auras gardé en tête les idées fortes, et là, ça en est encore une très forte. La fiscalité n'est qu'un des aspects qui font qu'aujourd'hui, les grosses fortunes ne veulent plus revenir. Je vais te le dire autrement. La fiscalité n'est qu'une partie infime du problème. Elle n'est pas le problème. Ce n'est pas la raison.
la fiscalité est une des raisons, parce qu'il y en a d'autres. Et l'autre raison, c'est l'ambiance, la complexité, la rapidité, parce que ça, très peu de gens t'en parlent, mais la France est un pays d'une lenteur extrême, dans un monde qui va de plus en plus vite. C'est comme si je te donnais une voiture de course, une Ferrari ou une Porsche, peu importe, et que moi à côté, avec une Clio 1,2 litre, je te dis, reste à côté de moi, bouge pas, on va là-bas, on doit arriver en même temps. Et tu vas péter un câblon. Sur le trajet, il y a un moment donné, tu vas forcément me lâcher, tu vas appuyer sur l'accélérateur. Tout le monde ferait ça, et le problème, c'est que tout le monde fait ça actuellement. Et la France est beaucoup trop complexe. Alors oui, il y a des mesures actuelles qui réforment tout ça, mais en attendant, tu l'as entendu lui-même, cette personne qui est une perte énorme de mon point de vue pour le pays ne veut pas rentrer, pas que pour les impôts. Alors qu'est-ce que toi tu dois tirer de ça? Qu'est-ce que toi tu dois tirer de tout ce que je viens de te dire? La première chose que tu dois tirer, c'est que de la même manière que pour lui, les impôts ne sont qu'un aspect du problème, je fais cette émission, cette deuxième émission, pour te transmettre cette valeur très forte aussi, que je veux que tu gardes en tête. Les impôts ne sont qu'un aspect du problème. Je sais, si tu m'écoutes, que tu te poses des questions sur la fiscalité. Je sais, si tu m'écoutes, qu'en étant en France, la fiscalité est un vrai problème, une vraie interrogation, une vraie peur aussi, un vrai questionnement, tu attends autour de ça une solution réelle par rapport à la fiscalité. Et je veux que tu retiennes la chose suivante, c'est que la fiscalité ne doit être qu'un aspect du problème pour toi, elle ne doit pas te freiner. Parce que les désavantages de la France pour les riches sont un avantage pour les gens comme toi qui m'écoutent et qui n'a peut-être pas d'argent ou pas l'argent que tu souhaiterais avoir. Je t'explique. Le système français étant fait pour combler les inégalités et surtout donc de manière progressive, il a l'avantage de te permettre, si tu n'as pas d'argent, de progressivement te prendre de l'argent. Ce qui veut dire que jusqu'à ce que tu sois devenu riche, tu peux arriver entre les bons conseils, les bonnes attitudes, les bons comportements, à t'enrichir et à te faire imposer de manière progressive. Alors oui, l'impôt peut être punitif, oui, il peut être écrasant, oui, si c'est mal fait, ça peut être pénalisant et voire même te conduire à la faillite. Mais si tu le fais avec intelligence, et si tu es là, tu es déjà très intelligent, parce que si tu es avec moi, il n'y a que des gens intelligents. Bon, j'ai droit un peu à faire d'humour, hein, non, quand même, dans ce monde de brut. Bref, si tu es là, tu sais comment réfléchir, et si tu sais comment réfléchir, tu comprends que donc, je ne veux pas, et je te le dis, il ne faut pas que tu sois freiné par l'impôt. L'impôt est là pour tout un tas de raisons. Bonne ou mauvaise, je ne suis pas là pour philosopher. Juste ou pas juste, même si tu as compris mon point de vue indirectement, tu vois ce que je sous-entends. Moi, ce que j'essaye de te transmettre là, c'est que ça ne doit jamais être un frein. La dernière fois, je parlais avec une personne qui m'a loué son Airbnb. Elle était accablée par les impôts. J'ai parlé 5 minutes avec elle. Je lui ai dit, madame, il vous faut voir quelqu'un. Alors moi, j'ai plus de place. J'ai pas le temps je peux plus prendre d'accompagnement. C'est pas le propos, mais je lui ai dit, il vous faut prendre quelqu'un comme moi qui vous accompagne. Il y a de vraies solutions qui existent aujourd'hui pour que vous payiez moins d'impôts. Oui, c'est payant. Oui, je coûte de l'argent. Oui, les gens que tu vas prendre coûtent de l'argent. Mais ça les vaut. Ça les vaut. Il y a plein de forfaits. Tu as des fiscalistes qui se font payer sur l'économie d'impôts. Moi, si demain tu viens me voir et que je te fais économiser 120 000 euros et que je te dis que je te prends 50% de l'économie d'impôts que je te fais réaliser, ben je prends 60 000. Donc ça vaut le coup pour moi de travailler pour zéro. Surtout si tu te ramènes avec une grosse feuille d'impôts et que je sais que je vais te les faire gagner. Alors je te rassure, je ne fais pas ça. Mais tu as des gens qui fonctionnent comme ça. Tu as des gens qui fonctionnent au forfait comme moi qui sont payés d'avance. Tu as des gens qui sont payés très cher d'avance. En général, plus c'est cher à l'entrée, plus le conseil est de qualité. Voilà. Tu sais à peu près comment ça fonctionne. Moi, je reviens au sujet. Je voulais donc, en te faisant cette série de 2 vidéos, que tu vois le spectre complet, d'accord, de la fiscalité en France. Je voulais que tu comprennes une chose essentielle, c'est que d'un côté, tu as des gens qui payent effectivement énormément d'impôts et de l'autre, tu as des gens qui n'en payent pas du tout et qui évoluent dans le système. Il y a un dernier point qu'on doit aborder rapidement parce que l'émission est très longue sur la fiscalité et je veux que tu l'entendes. C'est effectivement le fait qu'aujourd'hui, il y a des riches qui ont accès à de l'optimisation fiscale. Je vais juste extraire maintenant du reportage cette partie-là parce que je veux couvrir le sujet en entier. On en débat mais très rapidement et on conclut. Patrick Magnéto. Donc vous, Xavier de Namur,
Vous êtes un riche qui dit taxez-moi. Qui dit taxez-nous tous ensemble bien comme il faut. Le restaurateur demande à être taxé davantage, mais combien paye-t-il d'impôts pour estimer que ce n'est pas suffisant? En 2017, pour 530 000 € de revenus, il a payé 132 000 € d'impôts sur le revenu. Pierre Deschamps est ingénieur à la retraite. C'est dans cette rue qu'il a fait carrière. Jeune diplômé, il est embauché par une grande société de services informatiques dont il deviendra l'un des dirigeants. Pierre Deschamps a bien voulu jouer la totale transparence. En 2017, le retraité a touché un peu plus de 430 000 € de revenus. Et entre l'impôt sur le revenu et l'IFI, il a versé 15 600 € à l'État. Bon, je te rassure, là, il y a du méga cut. J'ai méga coupé. C'est les 2 derniers profils de l'émission. Je vais t'expliquer rapidement pour te situer. On a d'un côté un restaurateur, comme tu l'as entendu, qui gagne à peu près 530 000 € par an, d'accord? Pour être très précis, dans les 540-45 000 € par mois. Et de l'autre côté, on a Pierre Deschamps, un ancien ingénieur qui en fait a pris des parts dans sa boîte qui s'est fait racheter par une société anglaise, je crois. C'est pas très important. Je voulais absolument clôturer avec ça parce que c'est le point, je pense, de douleur de beaucoup d'entre nous. Et je vais pouvoir t'y apporter un léger éclairage, même si l'émission l'avait très bien fait à ma place. Je vais quand même amener 2-3 choses. Donc le premier gagne 45 000 € par mois, d'accord? Il gagne 45 000 € par mois. Donc ça fait 540 000 € par an, moins 139 000 € d'impôts. Je sais que tu as entendu 132 000, mais il y a des propriétés immobilières qui fait qu'il y a l'IFI, d'accord? Et donc avec l'IFI, tu payes ça. Si tu divises par 12, on arrive à 33 000 € par an de revenus. Tandis que le second qui lui gagne 35 000 € par mois, d'accord, x 12, ça nous fait du 430 000, 420, 430, d'accord, 430 000 €, ne paye que, allez, 17 000 € par an d'impôts, d'accord, on redivise. Et finalement, tu te rends compte que d'un côté, tu en as un qui gagne 45, mais qui, impôts payés, gagne 33 au final, alors que l'autre, qui gagne 35, impôts payés, paye 34. Donc, il y en a un qui paye 4% d'impôts, alors que l'autre paye beaucoup plus. On est sur l'ordre de, si on va sur les 540 et qu'on enlève, à mon avis, 40%, on est loin de la vérité, j'exagère un peu, dans les 30%. Voilà. Et donc, là, on est sur un point de douleur parce que tu vas te dire « Ah, mais comment il fait pour payer 4% d'impôts ?» Je comprends la question, c'est ouf. C'est pas ouf en fait, c'est facile. Je te l'ai déjà expliqué plein de fois dans mes programmes, notamment sur le programme de la fiscalité, c'est très bien expliqué. Les gens qui sont riches maîtrisent leurs revenus en fait. À l'inverse des gens qui sont salariés, qui subissent leurs revenus. Tu comprends la différence? D'un côté tu maîtrises, de l'autre tu subis. Ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire que d'un côté tu n'as pas le choix que d'encaisser l'argent et de l'autre tu choisis d'encaisser ou pas l'argent. Tu choisis le mode d'encaissement, tu choisis tout. C'est la liberté qui affronte la dictature. Je le dis avec le sourire, oui c'est vrai, ça me fait sourire en fait. Mais il faut bien avoir des avantages, tu ne peux pas à un moment donné, si tu décides d'être salarié, tu décides quelque part de subir. Mais je ne te jette pas la pierre, je ne suis pas en train de te dire ah, c'est mal d'être salarié. Et en plus, je suis un des rares qui croit que le salariat peut amener la fortune. Je ne pense pas que le salariat ait quoi que ce soit à voir avec l'enrichissement. Bien évidemment que le salariat ne te fait pas sortir de ta zone de confort. Mais le salariat te permet malgré tout une certaine sécurité. Et si tu as besoin de cette sécurité pour réussir, eh bien, réussis avec la sécurité dont tu as besoin. Je suis pour l'épanouissement de la personne et qu'elle obtienne ce dont elle a besoin pour réussir ses vœux. Voilà. Bon, maintenant concentrons-nous sur tout ça. Le gros problème, c'est que là, voilà, là on arrive au point final de l'émission, le rêve total. Tu te retrouves avec un pays qui veut une forme d'égalité et qui souhaite réduire l'inégalité entre les gens. Tu te retrouves dans un pays où on veut offrir un emploi à tout le monde, un toit à tout le monde, le pays des droits de l'homme, avec une volonté propre et une volonté qui est un petit peu unique au monde. Et je trouve ça super. Sur le fond, moi qui aime bien l'unicité, qui aime bien la singularité, la France, pour le coup, elle a vraiment sa singularité. On est d'accord. Sauf qu'elle veut le faire sans se donner les moyens de réussir. Elle veut atteindre un niveau social élevé sans se donner les moyens d'avoir le niveau social auquel elle prétend. Tout simplement en voulant donner à une tranche de la population quelque chose, elle se retrouve
face à un détournement de ce qu'elle propose qui la dépasse totalement. Et là, on y est. Là, on est face à ces fameux 4% que payent certains des plus riches qui savent faire. Alors, une chose que j'ai coupée aussi au montage, parce que là, c'est sorti de son contexte, il faut que tu saches que ces deux personnes souhaitent être taxées le plus possible. La première, le restaurateur, lui, veut que l'État prenne l'argent et il est OK pour que l'État lui en prenne même plus. Et le second, lui, à l'inverse, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il a donné plus de 900 000 € à des œuvres caritatives parce qu'il dit que en fait, l'État, il ne sait pas où va l'argent. Donc, il y a un problème de confiance. Je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, ça pourrait faire le sujet d'une émission complète. Je n'ai pas le temps de la faire, mais bon, voilà. Il dit qu'il a un manque de confiance dans l'État et que plutôt que de donner l'argent à l'État, il préfère optimiser fiscalement ses revenus et lui-même donner l'argent aux causes qui lui sont propres. Donc, ce sont deux personnes avec un très fort sens moral, un très fort sens de la justice, qui font fonctionner et tourner l'argent dans leur pays, et qui pour autant sont capables d'optimisation fiscale. Je voulais vraiment clôturer ça avec ces deux exemples-là, parce qu'ils sont pour moi criants de vérité dans tous les sens du terme. Dans le premier, dans le sens où tu vois vraiment qu'effectivement, en étant très riche, en gagnant quasiment 400 000 € de revenus par an, tu peux payer très peu d'impôts dans ce pays, et c'est tout à fait légal en fait. Et deuxièmement, en te montrant aussi qu'il y a des personnes qui gagnent de l'argent, et tu l'auras vu tout le long de cette deuxième partie, qui sont prêts à payer des impôts et qui n'ont pas eu peur des impôts pour entreprendre dans ce pays. Et donc, il faut que toi aussi, tu n'aies pas peur des impôts du pays dans lequel tu te trouves, que ce soit en France ou ailleurs. Tu dois entreprendre. Maintenant, pour moi, on s'est pris une grosse fessée quand tu entends qu'effectivement, tous les entrepreneurs ont quitté notre pays. On ne peut pas faire comme si ce pays n'était pas anxiogène par rapport à l'entrepreneuriat, anxiogène par rapport à la fiscalité, anxiogène par rapport au climat général. Et c'est à toi finalement à lutter contre ça. Alors moi, ma réponse, elle est très simple. Moi, je me suis un petit peu isolé. Je ne regarde plus la télé. Je ne fréquente pas des gens qui vont avoir cet état d'esprit qui ne me correspond pas. J'ai vraiment fait en sorte de me sortir de tout ça parce que ça nuisait à mon quotidien. Donc tu peux, aujourd'hui c'est génial, tu peux écouter des gens comme moi via des podcasts, via des vidéos. Tu as accès à ces gens-là d'une manière ou d'une autre. Ils peuvent entrer dans ta vie même si tu ne les vois pas tous les jours. Tu peux, comme moi, choisir de t'isoler, lire des livres. Moi j'ai beaucoup lu de livres et je lis encore beaucoup de livres actuellement. J'ai quand même des amis, je te rassure, mais j'ai gardé tous mes amis. Mais je ne les vois pas de la même manière et de la même façon, même là aussi parce que je travaille beaucoup, mais j'ai essayé de construire une vie saine dans laquelle je me sens bien. Voilà. Je me suis égaré, comme d'habitude, mais là je me suis laissé aller, je reviens dans le truc. Je voulais finir en te disant une chose très précise au sujet de la France. Aujourd'hui, j'ai des chiffres à te donner pour clôturer cette émission. Aujourd'hui, on a environ 800 départs annuels de riches. Donc des gens qui sont riches et qui quittent le pays. 800 départs annuels. Quand je dis 800, je n'ai pas eu la précision du chiffre si c'est des foyers ou si c'est des personnes. Mais c'est ça. Et à l'opposé, on a 300 retours de personnes qui génèrent de l'argent dans le pays. Là, je ne te parle que de gens qui ont un intérêt économique pour notre pays. Je ne te parle que de gens riches. Deuxième point qui me tue totalement et dont on ne te parle jamais. La France, et comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est le pays de la gratuité. On a les cours qui sont gratuits, on a l'hôpital, nos maladies qui sont prises en charge par la sécurité sociale. C'est un système qu'on peut juger de différentes façons, mais qui est là. Aujourd'hui, il faut que tu saches qu'un enfant, moi en tout cas, c'est mon estimation personnelle, j'estime que le coût d'un enfant pour la France, donc c'est-à-dire que la France qui nous fournit tous ces services gratuits, ce coût-là, il est équivalent pour moi à quelque chose comme 700 à 1 million d'euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France, quand tu es dans ce pays, on parle que de l'impôt, mais elle t'offre environ entre 700 et 1 million d'euros de manière indirecte par le vecteur des hôpitaux gratuits, des services à la santé qui peuvent être gratuits. Je pense notamment aux maisons médicales quand tu as aujourd'hui des urgences qui font un petit peu le travail, alors ils ne font pas le travail des hôpitaux, mais où tu peux aller en parallèle. Je pense notamment à la fac, je pense à l'école, je pense donc aux hôpitaux comme je te l'ai déjà dit. Je pense à tout ce service où on peut critiquer autour des fonctionnaires, mais qui offre finalement une éducation et quelque chose autour de ça. Le grand malheur, c'est que ce côté gratuit enlève la valeur. Et le système dans lequel on se retrouve aujourd'hui, qui est en train un petit peu de péricliter de l'intérieur parce que les gens ne sont plus d'accord, eh bien tout simplement va faire perdre le bénéfice qui avait été mis en place et qui, sur le fond, s'il avait été utilisé de manière tout à fait cohérente, était vraiment génial. Il y avait un fond qui était génial.
Je vais donc conclure cette émission avec une chose à laquelle tu ne t'attends pas. Mais tu sais que j'aime bien finir les choses comme je les ai commencées. Je trouve que la vie, c'est un cercle. Tu liras mon livre « Devenir riche sans argent ». Tu peux télécharger les 100 premières pages gratuitement sur mon site immobiliercompagnie.com. Compagnie à l'anglaise, si jamais tu cherches. Et j'adore quand les choses se terminent comme elles ont commencé. Riches ou pauvres, nous voulons tous la même chose. Riches ou pauvres, nous courons tous après strictement la même et unique chose. Cette même chose qui fait que ces deux extrêmes ont énormément de mal à s'entendre et qui pourtant, moi, m'amuse beaucoup parce que, en fait, on est les deux mêmes personnes. Les personnes qui ne travaillent pas et à qui on donne de l'argent et qui profitent du système. Ma fameuse Brigitte et Robert que j'ai rajouté. Et nos riches qu'on a entendus depuis tout à l'heure ont ce point commun que je trouve fort amusant. Et c'est même pas moi qui vais te le dire. Patrick, mets-leur, fais-leur écouter la vérité. Vous vivez avec combien par mois? Alors je ne me pose pas la question de mon budget mensuel. C'est un peu le privilège d'avoir une certaine aisance. Mais il m'arrive assez rarement de faire des folies. Dixit, la personne qui optimise le plus dans ces deux reportages et qui a gagné le plus d'argent. Elle dit, il m'arrive rarement de faire des folies. Tu as des personnes qui gagnent peu d'argent et qui tiennent le même discours. Et la vérité cachée derrière cette phrase, c'est quoi? La vérité, c'est qu'il est maître de son temps. Il est maître de son temps. Et quel est le point commun avec les personnes comme Brigitte et Robert qui vivent des aides sociales et qui n'ont aucun compte à rendre à personne, aucun problème, à part, si ce n'est que de gérer leur budget entre grandes guillemets, puisque c'est un budget qui leur est alloué, c'est d'être maître de leur temps. Nous voulons tous la même chose, nous voulons vivre et faire les choses que l'on aime quand nous voulons. Certains veulent travailler, d'autres ne veulent pas travailler. Je ne juge pas ça. Ce que j'essaye de te dire, c'est que nous nous battons tous pour la même chose. Et je trouve ça très amusant parce qu'au final, nous nous battons. Nous nous battons. Ceux qui ont de l'argent se battent avec ceux qui n'en ont pas. Et ceux qui n'en ont pas se battent avec ceux qui en ont. Parce que les uns pour les autres, chacun a l'air d'avoir ce que l'autre veut. Alors qu'en vérité, nous voulons juste stricto sensu la même chose. Et pendant qu'on se bat, le pays agonise. Alors moi les mecs, je sais pas ce que vous en pensez, mais il serait peut-être temps de commencer à réfléchir différemment et de commencer à voir les choses différemment. Lance-toi, fais ce que tu veux, fais-le quoi qu'il en coûte. Si tu trouves que les impôts sont trop élevés, peu importe, fais-le. Et avant de me quitter, pense à aller là où tu es, à me laisser une note. Ah, si tu as envie de me rencontrer, travailler avec moi, aller sur mon site, télécharger mon livre, acheter mes programmes, t'abonner, bref, fais tout ce que tu as à faire. Je sais que tu sais ce qu'il faut faire. Et surtout, abonne sauvagement quelqu'un à cette émission. Ça lui fera le plus grand bien. Moi, je te dis à très bientôt. Ciao. Selon une étude de Rexecode, un institut économique proche du patronat, quand un contribuable à l'ISF s'expatrie, il emporte avec lui en moyenne 11 millions d'euros de patrimoine. Résultat, au total, depuis 35 ans, ce serait environ 200 milliards d'euros qui auraient ainsi échappé à notre économie.